Laurent Gbagbo entend résister jusqu'au bout, et avec lui ses partisans qui ont afflué par milliers devant la Cour pénale internationale de La Haye. Le procès de l'ancien président ivoirien s'est ouvert ce jeudi, un jour historique pour la CPI qui juge son premier chef d'État depuis 2002, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire, toujours divisée depuis les violences post-électorales de 2010 et la victoire contestée d'Alassane Ouattara. La même ville, le même mois, le même lieu et quasiment les mêmes protagonistes. Les négociations supposées s'ouvrir ce vendredi au Palais des Nations à Genève ressemblent au pourparlers intersyrien de 2014. Mais à quelques heures de l'échéance, l'opposition maintient toujours le suspense sur sa participation au débat. De l'espoir pour Jacqueline Sauvage et une affaire qui n'en finit pas de rebondir. Le président François Hollande recevra vendredi les filles et avocats de cette femme de 66 ans, condamnée en décembre dernier à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari à coups de fusil en 2012, après des années d'un enfer conjugal. Depuis, la rue et surtout des associations féminines se mobilisent pour Jacqueline Sauvage. Les Femmes ont même battu le pavé le mois dernier. L'image est presque insolite. Une star d'Hollywood au Vatican pour rencontrer le pape François. Certains se rappelleront sûrement que Leonardo DiCaprio a grandi dans une famille catholique d'origine italienne. Mais si l'acteur américain fait tout spécialement le déplacement de Los Angeles au Saint-Siège, c'est pour plaider la cause de l'environnement et de sa fondation qu'il a créée en 1998. Jimo Imamura est un artiste de rue plutôt inconnu des Japonais. Mais son hymne à l'amour fait depuis quelques jours des émules au parc de Tokyo, où l'intéressé joue littéralement les rockstars. Une série de représentations subjectives sur ce qu'est le bonheur, qui attire tous les amateurs de commedia dell'arte. Un show à la fois grotesque et hilarant. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, en guest star du Festival de la bande dessinée à Angoulême. Comme chaque année, l'événement s'est ouvert ce jeudi dans une joyeuse cohue. En apparence seulement, car ses organisateurs ont été accusés de sexisme par des dessinatrices, car aucune femme n'a été retenue parmi les 30 auteurs en lice pour le Grand Prix du festival. Et en Israël, nous en parlons tout à l'heure avec Jean-Christophe Cambadélis, pas un jour sans qu'un ou une civile ne soit poignardé, souvent de dos. Une nouvelle attaque terroriste s'est produite au nord de Jérusalem. Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie, le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien, à 2 reprises dans le dos. Il prend rapidement la fuite. Les témoins de la scène entament alors une course-poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux dans son restaurant de Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem. Il dit ne pas avoir agi par héroïsme, mais plutôt par civisme. J'ai entendu crier « Attaque au couteau !» J'ai vu un homme avec sa femme couvert de sang par terre. J'ai compris qu'il s'agissait d'un attentat. J'ai couru une centaine de mètres avant de me retrouver face au terroriste. Il a crié « Allah Akbar » et plein d'autres choses. Je lui ai sauté dessus. On s'est battu à coups de poing. Je l'ai ensuite bloqué au sol. La foule a essayé de le lyncher, mais mon cœur juif m'a forcé à le protéger. Le cœur d'un juif ne peut supporter de voir quelqu'un souffrir, qu'il soit arabe ou terroriste. Je ne pense pas être un héros. N'importe qui aurait fait la même chose. Au même moment, Or, son frère, préfère s'occuper de la victime, avant que les secouristes ne s'affairent pour donner les premiers soins à cet Israélien de 35 ans, blessé grièvement. J'ai essayé de courir avec mon frère, mais lorsque j'ai vu qu'une dizaine de personnes couraient en direction du terroriste, je me suis dit qu'il fallait revenir aider le blessé qui était au sol. J'ai appelé les secours et la police, et je suis content que le terroriste ait pu être arrêté. Mais il est vrai que nous avons eu peur. J'aimerais désormais revenir à une vie normale. Moins de 24 heures après l'attaque, rien ou presque n'indique que le quotidien des clients de cette zone commerciale a changé. Certains se disent toutefois sur leur garde. Nous avons vraiment eu peur avant de venir, mais puisque nous savons que l'armée a fermé aujourd'hui les villages palestiniens aux alentours, nous avons décidé de venir manger ici. Sans doute que si l'armée n'avait pas pris cette décision, nous ne serions pas venus. C'est ici que le terroriste palestinien a terminé sa course. Il tentait de franchir la barrière de sécurité qui entoure Givat Ze'ev et s'enfuir vers l'un des villages palestiniens qui est derrière nous. Attentat terroriste en Israël, menace d'attentat en France. Un homme armé a été arrêté à Disneyland. On va retrouver Olivier Lerner en direct de Paris pour avoir d'autres précisions. Olivier ?
Alors, ce que l'on sait, Paul, ce soir, c'est qu'un homme, effectivement, aux alentours de 14 heures, s'est présenté à son hôtel, l'hôtel New York. Et c'est juste à l'extérieur de Disneyland, hein, c'est pas tout à fait dans le parc. Il s'est présenté et il a été tout de suite, en fait, arrêté par les gardiens de cet hôtel parce qu'il est passé sous le portique et ça a sonné. Il portait donc un sac en bandoulière et dans ce sac, les gardiens ont très vite découvert, en fait, 2 pistolets de petit calibre. Il était chargé et le Coran. Ils ont appelé ensuite les forces de sécurité qui sont venues très très rapidement. D'ailleurs, on peut imaginer qu'avec l'état d'urgence, Disneyland est particulièrement surveillé. Et donc cet homme a rapidement, sans opposer de résistance, avoué aux policiers qu'il portait en fait ses armes pour se protéger. Il aurait eu peur d'un attentat. Je ne sais pas si cette version est très crédible, on en saura plus sans doute tout à l'heure. Sa voiture sur le parking a été inspectée. Ensuite, les enquêteurs ont compris qu'il n'était pas venu seul, donc ils ont cherché la femme qui l'accompagnait. Une première femme a été arrêtée dans Paris, mais ce n'est pas elle qui l'accompagnait à Disneyland. Donc, à l'heure qu'il est, une femme est recherchée à la fois à Disneyland, autour de Disneyland, c'est-à-dire dans toute cette région de Marne-la-Vallée et dans Paris intramuros. Voilà ce que l'on sait pour l'instant de cette affaire. On a peut-être échappé à un attentat à Disneyland aujourd'hui. Et est-ce qu'on connaît, même si elle n'est pas rendue publique, l'identité de cet homme ou son origine? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il viendrait d'un autre pays? Est-ce qu'on le sait, ça, Olivier? Les enquêteurs ont trouvé sur lui des papiers d'identité français. Il serait domicilié à Paris, mais nous n'avons pas l'identité. Et les enquêteurs ne sont pas sûrs qu'effectivement il portait ces vrais papiers d'identité sur lui, Paul. Merci Olivier. Si vous avez d'autres indications, évidemment, n'hésitez pas, avant 20h heure française ou après dans le journal de Jean-Charles Banoun. La Suède aura du mal à faire la leçon à d'autres pays. Elle s'apprête à expulser près de 80 000 migrants. Maël Benoliel. Nouvelle étape dans la politique migratoire, le gouvernement suédois reste ferme. Il renverra chez eux près de 80 000 migrants arrivés sur son sol en 2015 et dont la demande d'asile a été ou sera rejetée. Des retours qui seront organisés par les autorités, d'ordinaire effectués sur des vols commerciaux, des avions charters seront cette fois affrétés pour ces expulsions qui s'étaleront sur plusieurs années. En 2015, près de 163 000 réfugiés sont arrivés en Suède. Sur les 58 000 dossiers traités par l'Office suédois, plus de la moitié d'entre eux ont pourtant été acceptés. Une décision qui intervient alors qu'une employée d'un centre d'accueil pour migrants dans le nord du pays a été poignardée à mort par un réfugié mineur. Un meurtre qui met un peu plus sous pression les forces de l'ordre dans tout le pays, qui réclament au gouvernement l'embauche de plus de 4000 policiers supplémentaires. La Suède a déjà rétabli le contrôle de ses frontières depuis quelques mois. Christophe Barbier avait posé tout à l'heure la question à Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, en évoquant le virus SIDA. Alors, si vous êtes enceinte et si vous vous apprêtez à partir pour les Antilles ou la Guyane française, reportez votre voyage. C'est le conseil de Marisol Touraine, la ministre de la Santé. C'est un conseil vraiment précis que Marisol Touraine donne. Le virus plane sur tout le continent américain. Il peut être extrêmement dangereux. Et vous l'avez entendu, son nom, Zika. Léa Volbert. L'épidémie du virus Zika se propage de manière explosive, déclare la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, qui se réunira en urgence le 1er février. Des cas ont déjà été détectés dans 23 pays. Le niveau d'alerte est extrêmement élevé, ajoute-t-elle. Le virus gagne peu à peu tout le continent américain. 3 à 4 millions de cas sont attendus. Selon l'Institut Pasteur de Guyane, le Brésil subit la plus grande épidémie de son histoire. Entre 440 000 et 1 million de cas ont déjà été détectés. L'OMS craint une propagation au niveau international. Et pour cause, le virus a récemment été importé en Europe par des touristes revenant de voyage. Les autorités sanitaires parlent d'au moins 6 pays touchés, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et la Suisse. Nous avons pris la décision commune de faire tout notre possible pour unir tous les départements de santé des pays membres du CELAC et d'échanger toutes nos informations concernant les cas confirmés touchés par le virus Zika. Zika est contracté par une piqûre de moustique et pourrait être responsable de malformations congénitales et syndromes neurologiques sur le fœtus. Si le lien causal direct entre le virus et les complications n'a pas officiellement été établi, plusieurs pays d'Amérique du Sud déconseillent vivement aux femmes de tomber enceintes dans les prochains mois. Aucun vaccin, aucun traitement spécifique, aucun test de diagnostic rapide ne sont pour l'instant commercialisés.
Ce jeudi, Barack Obama a mis en place une unité spéciale dirigée par le vice-président Joe Biden afin de mieux coordonner les efforts des différentes agences fédérales, mais aussi et surtout de lever les obstacles bureaucratiques. La ministre de la Santé française, Marisol Touraine, a quant à elle conseillé aux femmes enceintes de différer d'éventuels voyages aux Antilles ou en Guyane. Et on nous confirme ce soir qu'il n'y aura malheureusement pas de vaccin avant de nombreuses années. Quand un néo-réac fait l'éloge d'un collabo, qu'il parle ainsi Alain Finkielkraut, qui pour le coup ne manque pas d'humour pour évoquer son entrée à l'Académie française et qui fait un pied de nez à tous ses adversaires. Le collabo en question, c'était Félicien Marceau, condamné à la libération pour collaboration avec les nazis. Alain Finkielkraut va désormais occuper son fauteuil, lui, le fils d'immigrés juifs polonais et dont une partie de la famille n'est jamais revenue d'Auschwitz. David Klezewski. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme « variété » qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage, désormais le sien, qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques. Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Attaque verbale, violente, sur France 2. Une femme française et musulmane. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. Il est 20h51 à Jaffa, Tel Aviv, 19h51 à Paris. Si vous vous apprêtez à passer à table, regardez d'abord ce reportage auquel tient Benjamin Pétrovert, le rédacteur en chef de Paris-Jaffa. Je n'ai pas eu de mal à le suivre. Il porte sur l'un des produits méditerranéens les plus savoureux qui soient. Joseph Emmanuel avec Ranchnek. Nous sommes dans la principale faculté d'agriculture d'Israël, dans la ville de Rehovot. Ces élèves viennent de tout le pays pour un enseignement d'une semaine, un apprentissage bien particulier, apprendre à distinguer les différentes huiles d'olive. Leur professeur est une sommité mondiale dans le monde de l'huile d'olive. Carmen Marcel Garcia vient d'Allemagne et après plusieurs années de recherche et une technique de dégustation trouvée, elle partage désormais sa passion et son savoir. Il faut découvrir la qualité d'une huile d'olive par le nez et par le palais. On peut alors s'apercevoir des défauts. Il faut sentir son fruité, sa force et bien entendu sa sensation tactile. Ce sont là les trois caractéristiques d'une huile d'olive extra vierge. Savoir la découvrir. Presque tous les producteurs d'huile d'olive affirment que leur production est extra vierge. Mais tous ne disent pas la vérité. Et s'ils veulent croire le contraire, c'est que la meilleure huile d'olive est de loin l'huile extra vierge. Les enjeux financiers sont considérables. Les fausses huiles extra vierges se sont multipliées ces dernières années. Beaucoup de ces élèves sont impliqués dans ce marché, alors ils apprennent à goûter. Première étape, réchauffer l'huile pour faire ressortir les arômes, puis la sentir, la mettre en bouche et la laisser tapisser le palais. Certains s'appliquent, d'autres fatiguent, mais tous ne veulent rien perdre des précieux enseignements de Carmen. Yaron est producteur d'huile d'olive depuis bientôt 10 ans. Il ne regrette rien de cette semaine studieuse. Maintenant, je suis capable de bien distinguer les différents défauts. Je ne sais pas toujours les nommer, mais au moins je les différencie. Et quand l'huile d'olive est bonne, elle a sa propre personnalité et il y en aurait une multitude. Quand on lui demande la nature de l'huile d'olive israélienne, Carmen cherche dans le souvenir de son palais. Délicate.
grâce à sa faible intensité, sa faible amertume et sa grande douceur. Cette faculté d'agriculture existe depuis 1943. Elle précède donc l'existence de l'État d'Israël. Mais les habitants de la région font de l'huile d'olive depuis des centaines d'années. Il aura tout de même fallu attendre le 21e siècle pour différencier une bonne huile d'olive d'une mauvaise huile d'olive. C'est la bonne. Pourquoi sort-il du champ comme ça d'une façon aussi rapide? Il me fait penser à l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose. En tout cas, excellent sujet sur l'huile d'olive et on ne s'en lassera jamais. C'est la fin de notre Paris-Jaffa un peu spécial le jeudi, avec dans un premier temps, vous l'avez vu, un entretien avec Jean-Christophe Cambadélis, notre premier invité politique, premier secrétaire du Parti socialiste. Nous l'avons évidemment interviewé avec nos deux partenaires, le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, et le directeur de l'Express, Christophe Barbier. Si vous nous avez suivis, vous aurez sans doute remarqué la distance prise par le premier secrétaire du Parti socialiste à l'égard de François Hollande et de cette visite tant commentée et tant critiquée du président iranien Hassan Rouhani à Paris. Dans quelques minutes, c'est le 20h de Jean-Charles Banoun. À 21h, Cyril Amar pour une longue session News et Mag. Le Mag Lorient avec de très beaux chapitres qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'Orient. Bon week-end sur i24 News. Et vous pouvez nous voir en replay sur notre site internet www.i24news.tv et sur Twitter avec le hashtag Paris-Jaffa. Bonsoir.